Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans les conditions un peu précaires, même très précaires de la situation mondiale quasiment, je vais essayer de vous présenter une séance aujourd'hui qui correspondrait ou qui aurait correspondu à la séance de conclusion relative à la question de l'individualité, même si et de l'individu, même si effectivement au départ nous devons encore avoir une conférence, mais que j'ai choisi, en accord avec Cécile Duverne, que j'ai choisi de consacrer la prochaine séance donc à ce que nous sommes en train de vivre, plutôt que de développer quelque chose sur l'individu à part entière. Donc je pense que c'est aussi une des vocations de la philosophie d'essayer d'éclairer un peu le présent. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais essayer de récapituler puis de proposer une interprétation de ce que j'avais essayé de montrer dès le départ dans l'introduction, si vous vous en souvenez, sur la montée en puissance de l'individu, c'est-à-dire le paradoxe qui fait que l'individualisme, la valorisation de l'individu, la valorisation de son autonomie, caractéristique de la modernité, parfois se retourne contre l'individu. C'est cette tension, c'est ce paradoxe, c'est cette difficulté qu'on va essayer d'examiner aujourd'hui. Comment est-ce qu'une idéologie, je ne prends pas le terme dans un sens péjoratif, comme l'individualisme, peut finir par poser des problèmes au niveau de l'individu lui-même, dans sa vie, dans ses désirs, dans son existence. Alors, pour le comprendre, il faut déjà noter que si on appelle individualisme une croyance ou une pensée ou une pratique qui insiste sur l'indépendance, sur l'autonomie, sur la responsabilité de l'individu, alors on comprend assez bien que ce qui est d'abord positif, indépendance, autonomie, liberté, fait aussi peser sur les individus eux-mêmes le poids de leur existence et par exemple de la réussite ou de l'échec de leur vie. Dès lors que l'on considère que l'individu est le seul à être en quelque sorte à l'origine de son existence, au fondement de sa propre vie, eh bien évidemment il prend sur lui-même le poids de la réussite, mais aussi éventuellement de l'échec de cette propre existence. On peut le dire autrement, appelons individualisme et individualisme moderne le fait de considérer que la société n'est plus, le tout n'est plus une force agissante. Par exemple, la religion ne constitue plus en tant que telle une force qui explique, ou une institution qui explique par elle seule nos comportements, ou qui doit d'ailleurs les régler, les normer, en interdire certains ou en favoriser d'autres. Alors, l'individu ne peut plus s'abriter derrière la société, par exemple, encore une fois, derrière une église, derrière la religion, pour justifier ses erreurs, ses fautes, ou pour comprendre ses comportements. Il est donc en permanence renvoyé à lui-même comme à la seule source de ses actions. Et de ce point de vue-là, on peut peut-être, c'est encore assez abstrait, je vais évidemment privilégier un exemple, mais on peut déjà comprendre comment l'individualisme peut se retourner contre l'individu, même si l'individualisme fait la promotion de l'individu. C'est-à-dire comment il peut le laisser au fond seul, par rapport à un certain nombre de décisions qui autrefois étaient plutôt des décisions prises dans des communautés familiales, religieuses, étatiques, bref, qui n'étaient pas ses décisions à lui. Alors, on a rencontré ce problème dans les conférences précédentes. Par exemple, si vous vous en souvenez, j'avais essayé de définir finalement la montée en puissance de l'individualisme dans le champ politique en revenant sur la théorie des deux corps du roi, c'est-à-dire de cette idée sur laquelle la société tenait sur le fait qu'un individu particulier, le roi, avait à la fois un corps physique, comme chacun d'entre nous, et mortel, et puis un corps mystique, c'est-à-dire le corps qu'il emprunte, si je puis dire, à Jésus-Christ lui-même. Et j'avais essayé de suggérer que ce qui avait défait cette croyance selon laquelle la communauté reposait sur, au fond, la permanence du corps du roi, c'est-à-dire la permanence de Dieu, en un sens, l'individualisme remettait fondamentalement en cause cette conception parce que on peut définir, au fond, l'individualisme par la thèse selon laquelle nous n'avons qu'un seul corps. Nous n'avons plus ce corps mystique qui nous fait tenir et qui, d'une certaine manière, fait tenir la société et en même temps, du coup, dicte par avance nos comportements et nos manières de voir, de faire et de penser.
Nous n'avons plus qu'un seul corps. Cela veut dire, au fond, nous n'appartenons plus à aucun corps social, religieux, familial, politique ou communautaire qui nous dépasse et qui, d'une certaine manière, norme par avance la manière dont nous devons nous comporter. Et n'avoir qu'un seul corps, ça renvoie ici évidemment aussi à l'idée que nous n'avons qu'une seule vie, et que donc cette vie, il faut la réussir, et que si jamais nous ne la réussissons pas, d'une certaine manière, il n'y a plus aucune garantie que le train repassera une deuxième fois. Il faut monter dans le train en marche au moment où il passe, parce que peut-être que l'occasion ne se présentera pas de réussir, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, car il n'y a plus, au fond, il n'y a pas de plan B à l'existence humaine. Et l'individualisme, du fait qu'il est quand même lié, l'individualisme moderne est lié à, sinon l'effondrement, en tout cas l'affaiblissement des croyances, par exemple dans l'immortalité de l'âme, par exemple dans l'idée qu'il y a une vie après la nôtre, après la vie du monde, la vie de notre corps, justement, et bien comme il est lié à cet affaiblissement, et bien il concentre en quelque sorte toute la responsabilité, toute l'importance de l'existence sur notre corps, notre vie. Au passage, d'ailleurs, ce que nous sommes en train de vivre, je ne vais pas faire trop non plus de références, mais puisque c'est pour la prochaine conférence que c'est prévu, enfin néanmoins, il est clair que nous n'en serions pas pour des raisons tout à fait légitimes, à donner ou accorder une importance aussi fondamentale, aussi, je dirais, presque révolutionnaire, au sens où elle révolutionne nos manières de faire, à un virus, si nous avions la certitude, comme on a pu l'avoir dans d'autres cas de pandémie et de maladies au demeurant plus graves, comme la peste noire, s'il régnait dans la société la conviction, la croyance, en tout cas dominante, selon laquelle ce qui, si je puis dire, ne se joue pas ici, c'est-à-dire la réussite de notre vie, se jouera peut-être ailleurs. Il y avait un principe de relativisation de la maladie, une explication du malheur, du grand malheur en général, et de la maladie en particulier, dont nous ne disposons plus dès lors que, effectivement, nous n'avons qu'un seul corps, au sens là pour le coup biologique, et qu'il faut se donner les moyens, tous les moyens, de le préserver ou de le guérir s'il est malade. Alors, c'est cela que veut dire, au fond, une société d'individus. C'est une société que j'interpréterais moi comme une société désincorporée, si l'on veut dire par là, une société qui ne fait plus corps, qui n'est pas constituée comme un corps, mais qui est constituée comme une pluralité de corps séparés les uns des autres, c'est-à-dire au fond un homme, une voix, une femme, une voix, un individu, un corps, et encore une fois, pas davantage. Alors ce que je vais développer comme exemple, c'est plus qu'un exemple d'ailleurs je pense, pour montrer quels sont au fond, si je puis dire, les bénéfices et les inconvénients de cette conception de l'unicité du corps et de son caractère au fond absolument lié à notre existence. L'exemple que je vais suivre, c'est celui des sentiments amoureux. Et pour une part un peu plus relative, sinon on ne sait pas qu'on irait trop loin, mais c'est que ce serait trop long, y compris la dimension de la sexualité. Parce qu'évidemment, la montée en puissance de l'individualisme, si encore une fois vous acceptez de me suivre sur l'idée que l'individualisme c'est la promotion de l'idée que nous n'avons qu'un seul corps et qu'il faut finalement d'une certaine manière à la fois qu'il puisse se réaliser dans le travail, dans la réussite professionnelle, mais aussi évidemment qu'il puisse s'épanouir, si je puis dire, dans le sentiment affectif, amoureux et dans la sexualité. Cela va faire reposer sur ces corps, sur nous-mêmes donc, une sorte de responsabilité et peut-être une charge qui est en même temps une liberté. C'est tout ce paradoxe, une liberté plus grande qui crée en même temps une charge plus importante pour les individus. En particulier, évidemment, la question du sentiment amoureux, elle va nous accompagner, et de son corollaire dans la sexualité va nous accompagner, parce que ce n'est évidemment pas la même chose de dire que le sentiment amoureux est déterminé par une institution, en l'occurrence la famille, qui décidait par avance, on le sait bien, et qui dans certaines contrées continue à le faire, décidait par avance du mariage des individus, que d'arriver dans des sociétés où nous sommes libres
principe, sur le papier, je dirais, de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire, au fond, de considérer toute forme de relation amoureuse, de relation sexuelle, au fond, on pourrait presque dire comme une forme d'expérimentation de ce que notre corps est libre et que les sentiments qui lui sont liés le sont aussi. Alors, pour montrer au fond le caractère paradoxal de ce double mouvement, libération de l'individu et nouvelles contraintes qui pèsent sur lui, eh bien, on peut citer un certain nombre de diagnostics qui ont été faits depuis longtemps, en vérité au moins depuis le 19e siècle, mais dont on trouve l'expression la plus contemporaine chez un certain nombre d'auteurs, disons, qui portent sur le présent, qui portent sur les évolutions de la société contemporaine, un regard pour le moins critique, et je pense, pour ce qui est du domaine du sentiment, de l'affection, de la sexualité, à un écrivain, bon, pour lequel j'ai d'ailleurs pas une très grande passion littéraire, mais enfin qui est très révélateur du temps présent, qui s'appelle Michel Houellebecq. Michel Houellebecq est quelqu'un qui, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais même quand on ne l'a pas lu, il est difficile de ne pas en avoir entendu parler, est quelqu'un qui écrit des romans qui, je ne prononce pas sur leur valeur littéraire, mais qui au fond tendent à montrer que ce qu'on a appelé la libération amoureuse, ou même la libération sexuelle dans les années 50 ou 60, qui correspond justement à cette individualisation des désirs et des sentiments, que cette libération, en fait, s'est traduite dans les faits par un accroissement de la misère sexuelle, de la solitude, de l'aveuglement à l'autre, de la solitude en particulier relativement à la possibilité même d'entretenir avec l'autre un rapport désir. Autrement dit, il y a bien chez lui, il y a bien chez cet auteur et dans toute une partie du discours social actuellement à l'œuvre, cette idée que ce qui en réalité était présenté d'abord sur le mode joyeux, peace and love, si je puis dire, dans les années 70, la libération de l'individu par rapport aux normes familiales ou même de genre et aux normes sociales et a fortiori aux normes religieuses, en fait, bon, c'est d'une certaine manière quelque chose que les êtres humains dans leur expérience concrète payent cher et payent d'une nouvelle solitude. Michel Houellebecq est un lecteur de Schopenhauer. Il a écrit même un petit livre sur Schopenhauer et il reprend une formule de Schopenhauer qui est tout à fait caractéristique de cette conception très pessimiste des capacités de l'individu à désirer et à aimer, puisqu'il reprend la fameuse formule de Schopenhauer consistant à dire que, enfin disant d'ailleurs, que l'existence aussi telle un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Alors, de la souffrance à l'ennui, cela veut dire que l'individu souffre quand il désire quelque chose et qu'il n'a pas la chose qu'il désire. Par conséquent, donc, il y a de la souffrance dans le désir du simple fait que le désir est un manque. Mais quand ce désir se réalise, il passe de la souffrance à l'ennui. C'est-à-dire que la satisfaction du désir est en même temps la mort du désir. Et que par conséquent, évidemment, la vie, de ce point de vue-là, est une vie qui est condamnée à osciller entre le manque et puis la satiété, la satiété, mais au sens, cette fois-ci, de ce qui ne nous apporte rien de nouveau. Or, Schopenhauer, comme beaucoup plus tard Houellebecq, montre bien, ou affirme en tous les cas, que c'est dans des sociétés individualistes, c'est-à-dire encore une fois qui laissent au désir des individus le soin de se définir. Dis-moi ce que tu désires, je te dirai qui tu es. On pourrait définir après tout aussi l'individualisme sous cette forme-là. Eh bien, c'est l'individualisme qui produit cette oscillation permanente parce que nous sommes, on pourrait presque dire, chaque jour tenus de redéfinir notre désir, de nous confronter à lui, de rejouer, de renégocier nos relations amoureuses, alors qu'évidemment dans des sociétés
holistes, c'est-à-dire où le tout l'emportait sur les parties, c'est-à-dire des sociétés beaucoup plus religieuses, beaucoup plus théocratiques. Eh bien, dans ces sociétés, évidemment, nous n'avions pas à renégocier nos liens amoureux en permanence, dans la mesure où ils étaient une fois pour toutes et définitivement établis dans le cadre d'un mariage religieux, et ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y avait pas dans les époques prémodernes que les contrats de mariage étaient respectés à la lettre, mais même quand ils ne l'étaient pas, la possibilité du divorce n'existant pas, évidemment, le désir et le sentiment étaient en quelque sorte un fait de société et pas un fait individuel. Donc après cette trop longue introduction, au fond, je vais essayer de montrer à la fois la pertinence, mais aussi les limites de cette thèse, qui est une thèse, encore une fois, bon, j'ai cité Houellebecq, mais enfin qui à mon avis est largement plus développée, selon laquelle, au fond, nos sociétés hyper individualistes se seraient en quelque sorte retournées contre ceux, c'est-à-dire les individus dont elles faisaient la promotion, c'est-à-dire qu'au fond, nous sommes toujours ramenés à nos corps en tant qu'ils sont insatisfaits. Alors, pour commencer à la fois, encore une fois, à approfondir ce point et à remettre en cause ce diagnostic partiellement au moins, demandons-nous en quoi l'individualisme est lié à une certaine manière de valoriser son propre corps. Encore une fois, l'un des buts de cette séance est aussi de montrer que derrière cette notion apparemment très abstraite d'individualisme, il y a des choses extrêmement concrètes qui renvoient à l'expérience quotidienne. Un sociologue important du XXe siècle qui a produit une genèse de l'individualisme dans les sociétés contemporaines s'appelle Norbert Elias. Et Norbert Elias est quelqu'un qui s'est posé la question, comme beaucoup d'autres sociologues d'ailleurs, de son temps, et certains d'entre eux continuent à le faire aujourd'hui, au fond, comment est née cette société qui place au centre d'elle-même l'individualisme. Et il a essayé de montrer que l'individualisme est indissociable. Elias a montré que l'individualisme est indissociable de ce qu'il appelle la civilisation des mœurs. C'est-à-dire que, à partir d'une certaine période historique, et pour les raisons que je vais indiquer dans un instant, ce qui est devenu absolument fondamental, c'est le contrôle de soi. C'est-à-dire, au fond, le fait non plus d'agir en fonction des normes qui nous viendraient du dehors, les normes sociales, encore une fois, religieuses, familiales, politiques, mais l'intériorisation de ces normes sous la figure du contrôle de soi, ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'exigence de résilience, par exemple. Alors, comment c'est apparu, ça, historiquement, pour Norbert Elias? Il montre qu'aux alentours du XVe siècle, donc on est quand même dans ce qui est le point de départ de la modernité, XVe, XVIe siècle, eh bien, un certain nombre de comportements qui jusque-là n'étaient pas valorisés le sont devenus. Et c'est toujours des comportements, je dirais, quotidiens, corporels. Je ne quitte pas le sujet du corps. En particulier, et là aussi ça renvoie d'ailleurs à la situation actuelle, il insiste beaucoup, Elias, sur l'apparition de l'hygiène corporelle, individuelle, le parfum, la naissance d'un certain goût aussi pour le vestimentaire, enfin le soin de s'habiller, mais de s'habiller pour valoriser son corps, ce qui n'est pas la même chose que de porter, quand on est dans les classes, et il ne parle pour l'instant que des classes, Norbert Elias ne parle que des classes hautes de la société, qui ensuite vont diffuser leur idéologie dans l'ensemble de la société. Ce n'est pas la même chose évidemment de s'habiller pour valoriser son corps, que de s'habiller, même de manière extrêmement raffinée ou extrêmement ornementale, parce que l'on est le roi, le représentant, le prêtre, etc. C'est-à-dire que dans un cas, évidemment, on porte les habits de sa fonction, on n'est représenté que comme fonction, c'est les deux corps du roi, d'une certaine manière, tandis que dans le cas qui intéresse Elias, il montre qu'à partir du XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, ce qui va être valorisé, c'est d'une certaine manière, l'individualisation du comportement, de l'hygiène, de la manière de s'habiller, c'est-à-dire cette fois-ci, je m'habille en fonction de mes goûts et de ce que je considère être une norme de ce qui est beau ou de ce qui est ou de ce qui me met en valeur. Le XVIe, XVe siècle, c'est aussi le triomphe des règles de bienséance, et c'est là où on touche à quelque chose de contemporain, puisque Norbert Elias consacre dans le livre qui s'appelle La civilisation des mœurs tout un chapitre
aux mutations, aux évolutions dans les manières de se moucher. C'est à partir du 15e ou du 16e siècle que l'on commence à se moucher dans un mouchoir, non, et non pas dans un coude, dans son coude. Bon, chose qui peut maintenant devoir peut-être nous être à nouveau demandée, bon. Mais en tous les cas, il le montre sur les phénomènes de cours, hein, c'est très important ça, j'y viens dans un instant, c'est-à-dire qu'il y a naissance de toute une série de textes, de préceptes, de bienséance, donc ne pas se moucher dans son coude, mais se moucher dans un mouchoir, garder son corps à l'abri des regards indiscrets, il y a une valorisation aussi de la pudeur, qui renvoie toujours au même problème. Hein. Si je n'ai qu'un corps et que ce corps m'appartient, alors évidemment, il n'appartient d'abord qu'à moi. Par conséquent, je ne vais pas, ou je n'ai pas à le montrer, ou on n'a pas à m'obliger à le montrer à tout instant et à n'importe qui. Se laver plutôt que se parfumer pour éviter de voir qu'on ne se lave pas, etc. Alors, il a remarqué que ces règles de bienséance, cette nouvelle forme d'hygiène de soi, d'esthétique du soi, de l'individu, elle se développe à un moment historique particulier. Elle se développe, je le répète, dans les cours aristocratiques. Le moment historique particulier, 15e, 16e siècle, c'est le mouvement qu'on peut appeler ça, enfin le moment, pardon, qu'on peut appeler un moment de curialisation des nobles. La curialisation des nobles, cela signifie que on va passer d'un système où les nobles sont fondamentalement des guerriers, à un système où les nobles, il parle de l'Occident, hein, et en particulier ces exemples sont français, mais c'est évidemment propre à toute l'Europe, où les nobles vont intégrer la cour. C'est-à-dire, ceux qui font de la supériorité, en principe de la noblesse, c'est qu'elle fait la guerre au moment où l'État est en danger, ou l'État ou la province est en danger. Bon, mais enfin, à partir du XVIe siècle, on pourrait dire que d'une certaine manière, la noblesse commence à s'embourgeoiser, c'est-à-dire qu'elle préfère payer des mercenaires pour aller faire la guerre. Ce n'est plus le modèle du chevalier qui va sur le terrain de bataille. Les nobles intègrent la cour. Et les phénomènes de contrôle de soi, d'hygiène, etc., sont des phénomènes de cour. C'est-à-dire, Elias dit, la guerre que les nobles ne mènent plus contre les autres, c'est-à-dire contre les ennemis potentiels de l'État et du roi, ils la mènent à eux-mêmes. C'est-à-dire, en quelque sorte, les combats qu'il faut mener sont les combats qu'il faut mener pour son hygiène, pour son alimentation, pour son esthétique, pour son habillement. Et donc, il montre que le combat que les nobles ne mènent plus avec les autres sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, eh bien, ils le mènent avec eux-mêmes pour maîtriser leurs instincts. C'est ça, au fond, le contrôle de soi comme valeur fondamentale de l'individualisme moderne.